Je me tiens derrière le comptoir de mon restaurant pour la dernière fois. Nous sommes le 15 décembre 2022. Et après 43 ans, le restaurant de Michel ferme ses portes pour toujours. La banque vient demain récupérer les clés. J'ai 68 ans, je suis ruiné, et je dis adieu à la seule chose qui me reste de ma femme. Mais alors, trois inconnus entrent avec un avocat, et l'un d'eux prononce une phrase qui me glace le cœur. Monsieur Holloway? Pardon, monsieur Michel. Vous souvenez-vous du blizzard de 1992? Avez-vous déjà aidé un inconnu et vous êtes-vous demandé ce qu'il était devenu? Racontez votre histoire dans les commentaires. Il est 6 heures du matin, un jeudi de décembre, le jour le plus froid de l'année jusqu'ici à Saint-Flour, dans le Cantal. Une petite commune, sur la Nationale 9, à mi-chemin entre nulle part et rien du tout. La population décline depuis 20 ans, depuis que l'usine de transformation de viande a fermé, et que les jeunes ont commencé à partir pour Clermont-Ferrand, Lyon ou n'importe où, offrant plus d'opportunités qu'une ville de province mourante ne pouvait en proposer. Je suis réveillé depuis 4 heures, comme tous les matins depuis 43 ans. Les vieilles habitudes ne meurent pas juste parce que votre entreprise est en train de mourir. Je suis resté allongé 1 heure dans l'appartement, au-dessus du restaurant. Le même appartement où Johan et moi avons emménagé en 1979 quand nous avions 25 ans et que nous étions assez stupides pour penser que nous pouvions gagner notre vie en vendant des œufs et du café dans la France rurale. Le même lit où elle est morte il y a 3 ans, en me tenant la main, en me suppliant de garder le restaurant ouvert, de ne pas abandonner. J'ai abandonné quand même. Pas tout de suite, mais lentement, mois après mois, facture après facture, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à faire que de capituler. Je déverrouille la porte d'entrée du restaurant de Michel, j'allume les lumières, et je reste là un moment, contemplant l'endroit que j'ai construit de mes propres mains. Des banquettes en vinyle rouge le long des fenêtres, refaites 2 fois, en 1991 et 2008, de plus en plus chères à chaque fois. Un long comptoir en formica avec des tabourets aux pieds chromés. Certains branlent maintenant parce que les soudures sont vieilles et que je n'ai pas les moyens de les réparer. Un jukebox dans le coin qui ne fonctionne plus depuis 2003, mais que je ne peux pas me résoudre à jeter parce que Joanne adorait ce jukebox. Elle passait Patricia Kaas pendant qu'elle servait les tables. Les murs sont couverts de photos, des couches de photos, des décennies de photos qui se chevauchent comme les pages d'un album, des clients qui fêtent leur anniversaire, des équipes sportives du lycée local après des matchs de championnat, la promotion 89 du lycée de Saint-Flour après le bal de fin d'année, tous entassés dans l'arrière-salle dans leur smoking et leurs robes bouffantes, le petit déjeuner annuel de crêpes que nous avons organisé pendant 35 ans d'affilée, des événements communautaires de 4 décennies à être le cœur de cette ville. Il y a une photo de moi et Johan, le jour de l'ouverture, bien en évidence au-dessus de la caisse. Nous avons tous les deux 25 ans, souriant comme des idiots devant notre tout nouveau restaurant. Elle porte son uniforme de serveuse, robe rose avec tablier blanc, son prénom brodé sur la poche, les cheveux tirés en queue de cheval. Je porte mon tablier de cuisinier, maigre comme un clou à l'époque. Une tignasse de cheveux bruns qui sont maintenant complètement gris. Nous avons l'air de croire que nous allons vivre éternellement, que rien de mal ne nous arrivera jamais, que ce restaurant nous survivra à tous les deux. 2 sur 3, ce n'était pas mal. Joanne est morte il y a 2 ans, en 2020, juste avant que la pandémie ne frappe et que le monde ne devienne fou. Cancer du pancréas. Du diagnostic à la mort en 4 mois. Elle a passé ses dernières semaines dans l'appartement à l'étage, dans notre lit, regardant par la fenêtre le restaurant en contrebas. Parfois, les clients lui faisaient en signe. Elle leur répondait même quand elle était trop faible. « Promets-moi que tu le garderas ouvert », m'a-t-elle dit 3 jours avant de mourir. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Le restaurant, c'est notre héritage, Michel. C'est ce que nous avons construit ensemble. Je te le promets, ai-je dit. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais la pandémie nous a détruits. Nous sommes passés en vente à emporter uniquement pendant 18 mois. Nous avons perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Les charges fixes sont restées les mêmes. Loyer, services publics, assurance, location d'équipement. J'ai contracté des prêts que je ne pouvais pas me permettre. J'ai atteint les limites de mes cartes de crédit. J'ai fait des demandes pour chaque subvention, chaque programme d'aide.
Certains ont aidé, la plupart non. En 2021, j'étais sous l'eau. En 2022, je me noyais. La banque a envoyé l'avis de saisie en septembre. J'avais 90 jours. J'ai passé ces 90 jours à essayer de trouver un acheteur, quelqu'un qui voulait d'un restaurant dans une ville mourante. Personne ne le voulait. Pourquoi l'aurait-il fait? Saint-Flour, dans le Cantal, n'était pas exactement un marché en croissance. Alors, nous y voilà. Le 15 décembre 2022, le dernier jour. Demain, la banque prend les clés et le restaurant de Michel devient n'importe quelle chaîne à laquelle ils pourront le vendre. Probablement un Carrefour Express. Tout finit par devenir un Carrefour Express. Je passe derrière le comptoir. Je noue mon tablier. Le même style que je portais sur cette photo. Juste 43 ans plus usé. Le tissu blanc devenu gris après un millier de lavages. Et je lance le café. La grande machine industrielle que Johan et moi avons achetée d'occasion en 1982, qui est tombée en panne 50 fois et que j'ai réparée 50 fois parce que je refusais de la remplacer. Elle gronde en prenant vie, gargouillant et sifflant, et en quelques minutes, l'odeur du café remplit le restaurant. Riche, sombre, familière. La même odeur qui a accueilli les clients chaque matin depuis 1979. Dehors, le soleil commence à se lever sur les montagnes du Cantal. Lever de soleil de décembre, peignant l'herbe gelée en or et rose, de longues ombres s'étirant sur la Nationale 9. C'est magnifique. Ça l'a toujours été. C'est ce que Johan avait l'habitude de dire. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, Michel, mais nous avons cette vue, nous avons cette lumière. Ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose, mais pas 180 000 euros. Pas assez pour sauver le restaurant. Je casse des œufs sur la plaque, je dispose du bacon, je fais des pommes de terre sautées à partir de rien, comme je le fais chaque matin depuis 43 ans. Mémoire musculaire. Un travail au couteau que je pourrais faire les yeux fermés. Le rythme de la cuisine qui a été ma méditation, ma prière, ma façon de traiter la vie depuis que je suis plus jeune que les petits-enfants de mes clients. C'est la dernière fois que je fais du café dans ce restaurant. La dernière fois que je casse des œufs sur cette plaque. La dernière fois que j'entendrai la clochette au-dessus de la porte teintée quand les clients entrent. La clochette teinte. Bonjour Michel. C'est l'adjoint Jimmy Roussel, gendarmerie nationale, travaille le quart de nuit, s'arrête tous les matins à 6h15 pour un café et des œufs avant de rentrer chez lui. Il le fait depuis 12 ans. Bonjour Jimmy. Le menu habituel? Ouais. Il fait une pause, enlève sa casquette. Et Michel, je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Cette ville ne sera plus la même sans cet endroit. Merci, Jimmy. Il s'assoit au comptoir. Je verse son café. Nous ne parlons pas. Qu'y a-t-il à dire? Dans les petites villes, certaines pertes sont trop grandes pour les mots. Les habitués sont venus toute la semaine pour me dire au revoir, pour me raconter leurs histoires de leur premier rendez-vous ici, ou leur réception de mariage dans l'arrière-salle, ou le petit déjeuner du dimanche après la messe pendant 30 ans d'affilée. Beaucoup de pleurs, beaucoup d'étreintes, beaucoup de « Je suis tellement désolé, Michel. Moi aussi. Je suis désolé aussi. » Le coup de feu du matin, si on peut appeler 8 personnes un coup de feu, va et vient. Les Henderson, mariés depuis 62 ans. Même banquette près de la fenêtre. Même commande. 2 œufs brouillés, bacon, pain complet, portions de pommes de terre sautées à partager. Ils ne disent pas grand-chose. Ils se tiennent juste la main à travers la table et pleurent doucement pendant qu'ils mangent. Le pasteur Dubois de l'église luthérienne. Café noir, pile de crêpes, me laisse un pourboire de 50 € qu'il ne peut pas se permettre. La famille Choix, qui possède la quincaillerie depuis 1989. Ils amènent leurs 3 enfants, les laissent commander ce qu'ils veulent. Crêpes aux pépites de chocolat, supplément chantilly, tout le menu. Quand ils partent, Monsieur Choix me serre la main et dit « Vous étiez là quand nous sommes arrivés dans cette ville. Vous nous avez fait sentir les bienvenus quand tout le monde ne le faisait pas. Merci. » Vers midi, la foule du déjeuner s'est dispersée. Juste quelques retardataires. Des adolescents du lycée de Saint-Flour qui sèchent les cours pour manger des burgers une dernière fois. De vieux fermiers qui sirotent leur café et se plaignent de la météo comme ils le font à ce comptoir depuis des décennies. Je suis dans l'arrière-cuisine en train de laver la vaisselle quand j'entends la clochette au-dessus de la porte. « J'arrive tout de suite !»
Je lance en séchant mes mains sur une serviette. Quand je reviens devant, il y a 4 personnes debout près de la porte. 3 d'entre elles ont la trentaine. 2 hommes et une femme, tous bien habillés, comme s'ils avaient un endroit important où aller. Le quatrième est un homme plus âgé en costume, portant une mallette. Avocat, probablement. On peut toujours les reconnaître. Ils ont l'air déplacés dans mon restaurant. Trop soignés, trop chers. Pas le genre de personnes qui s'arrêtent habituellement à Saint-Flour, à moins d'être perdus. Bonjour, dis-je en prenant des menus. Installez-vous où vous voulez. Ils choisissent une banquette près de la fenêtre. Je leur apporte de l'eau et des couverts. Je sors mon carnet de commandes. Qu'est-ce que je peux vous servir? La femme parle en premier. Elle a peut-être 39 ans. Cheveux auburn, yeux verts perçants, portant un blazer noir coûteux. Juste du café pour l'instant, s'il vous plaît. Pour nous tous. Ça arrive. Je verse 4 cafés, les apporte à la table. Ils me fixent tous avec cette expression étrange. Pas tout à fait de la pitié, pas tout à fait de la curiosité. Autre chose. Vous êtes de passage? Je demande, essayant de faire la conversation. Instinct de petite ville. On parle aux inconnus parce que tous les autres, on les connaît déjà. Pas exactement, dit l'un des hommes. Il est plus jeune, peut-être 35 ans, cheveux noirs, énergie nerveuse. Nous sommes venus ici spécifiquement pour vous voir, monsieur Michel. Je cligne des yeux. Je vous connais? Non, dit la femme doucement. Mais nous vous connaissons, ou nous vous connaissions il y a longtemps. Monsieur Michel, vous souvenez-vous de décembre 1992? D'un blizzard? D'une famille qui est tombée en panne devant votre restaurant? Le monde bascule. Décembre 1992. Le blizzard. La famille avec 3 petits-enfants. Oh mon Dieu, je murmure. Les Doyle. Les yeux de la femme se remplissent de larmes. Oui, je suis Ashley Doyle. Voici mon frère Jérémy et mon frère Zach. Vous nous avez laissé dormir dans votre restaurant cette nuit-là. Vous nous avez nourris. Vous avez donné à nos parents de l'argent pour les réparations de la voiture. Vous nous avez sauvés. Je dois m'asseoir. Je tire une chaise de la table voisine et m'assieds parce que mes jambes ne me portent plus. Vous n'étiez que des enfants, dis-je. Vous étiez minuscules. Je ne comprends pas. Comment m'avez-vous retrouvé? Laissez-moi vous parler de cette nuit de décembre 1992. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Laissez-moi vous parler de la nuit qui a tout changé, même si je ne le savais pas à l'époque. C'était le 23 décembre 1992, 2 jours avant Noël. Johan et moi tenions le restaurant depuis 13 ans à ce moment-là. Nous avions 38 ans, encore jeunes, encore pleins d'espoir, essayant toujours d'avoir des enfants, même si les médecins nous répétaient que ça n'arriverait probablement pas. Le blizzard a frappé vers 16 heures. Pas la neige douce qui tombe et fait ressembler le Cantal à une carte postale de Noël. Le genre violent. Le genre qui tue les gens. Un vent si fort qu'il a arraché des lignes électriques dans 3 départements. Une neige si épaisse qu'on ne voyait pas à 3 mètres devant soi. Des températures chutant à 15 degrés. Le facteur éolien donnant une sensation de 30. Météo France annonçait le pire blizzard à frapper le centre de la France en 20 ans. Il disait aux gens de rester chez eux, de ne pas prendre la route. C'était une météo potentiellement mortelle. J'étais censé fermer à 21 heures, mais à 18 heures, les routes étaient impraticables. La Nationale 9 était une patinoire. Le parking était enseveli sous 60 cm de neige, et il en tombait encore. Le dernier client est parti vers 18h30. Le vieux monsieur Peterson, qui habitait la 3 rue de là et qui insistait pour rentrer à pied, même si Johan et moi lui disions tous les deux qu'il était fou. Il y est arrivé. Nous avons vérifié le lendemain. Après ça, plus rien. Juste moi, Johan, le hurlement du vent et la neige qui s'accumulaient contre les fenêtres, comme si le monde essayait de nous enterrer vivants. « On devrait fermer », a dit Johan vers 19 heures. Elle essuyait le comptoir, regardant les conditions de white-out à l'extérieur. « Personne ne va sortir par ce temps. Tous ceux qui ont un minimum de bon sens sont déjà chez eux. »« Ouais », ai-je approuvé. J'étais dans la cuisine en train de nettoyer la plaque, de ranger la nourriture qui périrait probablement avant qu'on puisse l'utiliser parce que l'électricité n'arrêtait pas de vaciller. Nettoyons et montons.
Nous vivions dans l'appartement au-dessus du restaurant à l'époque. On y vit toujours, en fait. 28 marches par l'escalier arrière. Le trajet le plus court de France. Joanne plaisantait en disant qu'elle pouvait sortir du lit et être au travail en moins d'une minute. Je l'ai chronométré une fois. 47 secondes. Elle était compétitive comme ça. Nous étions en train d'essuyer les tables, d'éteindre les lumières, de nous préparer à appeler ça une soirée quand nous l'avons entendu. Un moteur de voiture, qui toussait, crachotait, mourait. Puis le silence. Joanne et moi, nous sommes arrêtés. Nous nous sommes regardés à travers le restaurant vide. « Tu as entendu ça ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Nous sommes allés à la fenêtre, avons collé nos visages contre la vitre, essayant de voir à travers la neige qui frappait la fenêtre si fort qu'on aurait dit quelqu'un jetant du riz lors d'un mariage. Il y avait une voiture sur le parking. Un vieux break, peut-être une Peugeot 505 du milieu des années 80, couverte de neige et de glace, de la fumée d'échappement s'échappant dessous le capot. Pas de la bonne fumée, de la fumée de brûlé. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme est sorti. Puis la portière passager, une femme, puis les portières arrière. 3 petits-enfants, 5 personnes au milieu d'un blizzard. Voiture en panne, au milieu de nulle part. « Oh non !» a soufflé Joanne. « Oh Michel, non !» J'étais déjà en mouvement, déverrouillant la porte, sortant dans un vent si froid que j'avais l'impression d'avoir des couteaux sur le visage. « Entrez !» J'ai crié par-dessus le hurlement de la tempête. « Allez, entrez maintenant !» Ils ont trébuché vers le restaurant. L'homme portait le plus jeune enfant. Il ne devait pas avoir plus de 5 ans. Un petit garçon qui pleurait et s'accrochait au cou de son père. La femme tenait un garçon par la main, peut-être 7 ou 8 ans. Une fille, plus âgée, 9 ou 10 ans peut-être, marchait entre eux, tête baissée contre le vent. Ils sont tombés à travers la porte plutôt qu'ils n'y sont entrés. Tous les 5 couverts de neige, tremblants de froid. Les enfants pleuraient. Les parents avaient l'air sous le choc et terrifiés. Joanne a claqué la porte derrière eux, l'a verrouillée. Le vent essayait toujours d'entrer, faisant trembler les fenêtres, faisant grincer tout le bâtiment. « Oh mon Dieu !» a dit la femme. Ses dents claquaient si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Oh mon Dieu, merci, merci beaucoup. »« Vous êtes blessée ?» a demandé Joanne immédiatement, passant en mode infirmière. Elle n'était pas infirmière, mais elle avait suivi des cours. Premier secours, RCP, elle voulait toujours aider les gens. « Quelqu'un est blessé ?»« Non, » a bégayé l'homme. Ses lèvres étaient en bleu, vraiment bleu. Bleu d'hypothermie. Juste froid. Si froid. Notre voiture est morte. Les enfants pleuraient tous maintenant. La fille, essayant d'être courageuse, se mordant la lèvre, mais les larmes coulaient sur son visage. Le garçon du milieu sanglotait ouvertement. Le plus jeune criait simplement dans l'épaule de son père. « S'il vous plaît, » a dit l'homme. « Y a-t-il un hôtel en ville où nous pourrions rester ? Nous avons juste besoin de réchauffer les enfants. »« Il y a un motel, » ai-je dit. Le relais de Saint-Flour, environ 3 km à l'est sur la Nationale 9. Mais vous ne pouvez pas y arriver par ce temps. Vous gèleriez à mort avant d'avoir fait 100 mètres. La femme a fait un bruit comme un animal blessé. Qu'allons-nous faire ? Nous ne pouvons pas rester dans la voiture. Nous allons mourir. Joanne n'a même pas hésité. Elle ne le faisait jamais. C'était l'une des choses que j'aimais chez elle. Quand quelque chose devait être fait, elle le faisait simplement. « Ils restent ici », a-t-elle annoncé. Pas une question, un fait. « Michel, va chercher les radiateurs d'appoint dans la réserve. Prends toutes les couvertures qu'on a. Je vais faire de la soupe. »« Nous ne pouvons pas vous demander de faire ça », a protesté faiblement l'homme. Mais on pouvait voir le soulagement dans ses yeux. L'espoir. « Vous ne demandez pas », a dit Joanne fermement. Elle était déjà en mouvement, attrapant des serviettes derrière le comptoir, guidant les enfants vers la banquette du fond. « Vous restez. » Fin de la discussion. « C'est un blizzard. Vous avez des enfants. Vous restez. » Maintenant, enlevez ces manteaux mouillés avant d'attraper une pneumonie. Je l'aimais tellement en ce moment. Je l'aimais à chaque instant, mais surtout alors, en la regardant prendre les choses en main, prendre soin des gens, être exactement qui elle était censée être. Nous les avons installés dans la banquette du fond,
celle du grand coin qu'on utilisait pour les fêtes et les grands groupes. Elle avait de hauts côtés qui bloqueraient les courants d'air. J'ai apporté tous les radiateurs que nous possédions, 3 d'entre eux, des vieux trucs qui étaient probablement des risques d'incendie, mais ils fonctionnaient. Je les ai installés autour de la banquette. Je les ai poussés au maximum. Johan a apporté toutes les couvertures que nous avions, celles d'urgence que nous gardions dans le bureau, les couvertures de pique-nique de l'été, même les nappes du placard de rangement, tout ce qui pouvait les garder au chaud. Les enfants pleuraient toujours, blottis les uns contre les autres, dans des vêtements mouillés, tremblant si fort que je pouvais entendre leurs dents claquer de l'autre côté de la pièce. « Sortons-vous de ces affaires mouillées », a dit Johan doucement à la mère. « J'ai des vêtements secs à l'étage. Ils seront trop grands, mais ils sont chauds. Michel, va chercher mes survêtements et des t-shirts, des grands. » J'ai couru à l'étage, j'ai attrapé des brassées de vêtements. Pantalons de survêtement, sweatshirt, t-shirt, chaussettes. Quand je suis redescendu, Johan avait déjà emmené la mère et les enfants dans la salle de bain pour se changer. J'entendais sa voix à travers la porte, douce et apaisante, parlant aux enfants comme s'ils étaient hors les siens. L'homme était toujours assis dans la banquette, l'air hébété. Je lui ai tendu des vêtements secs. « La salle de bain est occupée. Tu peux te changer dans la cuisine si tu veux. »« Merci, » a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. « Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si vous n'aviez pas été là. »« Vous êtes là maintenant, » ai-je dit. « C'est ce qui compte. » Après qu'il se soit changé, je suis allé dans la cuisine. J'ai commencé à préparer à manger. Johan était déjà en avance sur moi. Elle avait mis une énorme casserole de soupe aux légumes sur la cuisinière avant d'aller aider avec les enfants. J'ai fait des croque-monsieur, une douzaine. Les enfants adorent les croque-monsieur, nourriture réconfortante. Au moment où tout le monde s'était changé et se réchauffait près des radiateurs, la nourriture était prête. Je n'oublierai jamais le regard sur les visages de ces enfants quand nous avons apporté la soupe et les croque-monsieur. Comme si nous leur avions offert un festin au lieu de simple nourriture de restaurant. Ils ont mangé comme s'ils mouraient de faim, ce qu'ils étaient, probablement. Le stress, le froid et la peur brûlent tous des calories. L'homme s'est présenté pendant qu'il mangeait. Il s'appelait Samuel Doyle. Sa femme s'appelait Tracy. Les enfants étaient Ashley, 9 ans, Jérémy, 7 ans, et Zachary. Il l'appelait Zach, qui en avait 5. Nous venons de Strasbourg, a expliqué Samuel. Il réchauffait ses mains sur une tasse de café, la couleur revenant enfin sur son visage. Nous conduisions jusqu'à la maison des parents de Tracy à Chamonix pour Noël. Nous étions censés nous arrêter à Lyon pour la nuit, mais nous faisions bon temps. Nous pensions pouvoir continuer, économiser l'argent de l'hôtel, arriver plus tôt demain. Et puis la tempête a frappé, a ajouté Tracy doucement. Nous aurions dû nous arrêter, aurions dû trouver un abri plus tôt, mais au moment où nous avons réalisé à quel point ça allait être grave, nous étions en plein dedans. Et puis la voiture a commencé à faire ce bruit terrible et de la fumée a commencé à sortir du moteur et... Elle n'a pas fini, pas besoin. Nous savions tous à quel point ils étaient repassés près du désastre. « Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture ?» ai-je demandé. « Je n'en ai aucune idée, » a dit Samuel avec un rire amer. « Je suis comptable. Je peux vous dire comment structurer votre déclaration d'impôt, mais je ne peux pas vous dire ce qui ne va pas avec une voiture. » Nous allions demander au père de Tracy de la regarder quand nous arriverions à Chamonix. Il est doué avec les voitures. Mais maintenant, Tracy n'a pas fini. « Je vais y jeter un œil demain matin, » ai-je dit, « quand la tempête se calmera. Je ne suis pas mécanicien, mais j'en sais assez pour comprendre ce qui ne va pas. »« Nous n'avons pas d'argent pour les réparations, » a dit Tracy doucement. Elle regardait sa soupe, ne nous regardant pas dans les yeux. Nous avons dépensé tout ce que nous avions pour les cadeaux de Noël des enfants et l'essence pour aller à Chamonix. Nous comptions rester chez mes parents, ne pas payer d'hôtel ou de réparation de voiture. Nous sommes fauchés jusqu'au prochain salaire de Samuel en janvier. La honte dans sa voix m'a brisé le cœur. Cette honte particulière de ne pas avoir assez, d'être coincé et impuissant. J'avais connu ça. Circonstances différentes, mais j'avais connu ça. Johan a tendu la main à travers la table, a pris la main de Tracy, l'a serrée. « Ne vous inquiétez pas de ça maintenant, » a-t-elle dit doucement. « Passons juste cette nuit. Demain, nous trouverons une solution.
En ce moment, vous êtes en sécurité. Vos enfants ont chaud. C'est tout ce qui compte. Zach, le plus jeune garçon, a levé les yeux vers Johan avec ses grands yeux bruns. Vous êtes un ange? Johan a ri. Non, mon chou, juste une personne qui essaie d'aider. Vous avez l'air d'un ange, a-t-il insisté. Nous sommes restés avec eux jusqu'à presque 2 heures du matin. Les enfants se sont endormis en premier, épuisés, rassasiés et enfin au chaud. Ils se sont recroquevillés dans la banquette sous des piles de couvertures, ressemblant à un tas de chiots, tous emmêlés ensemble. Samuel et Tracy ont essayé de rester éveillés, mais ont finalement somnolé aussi, assis dans la banquette, la tête de Tracy sur l'épaule de Samuel, son bras autour d'elle. Johan et moi nous sommes assis au comptoir en buvant du café, les regardant dormir, écoutant la tempête faire rage dehors. On ne va pas leur faire payer, a dit Johan après un long silence. Ce n'était pas une question. Non, ai-je approuvé. On ne va pas. Et tu vas réparer leur voiture. Si je peux. Si c'est quelque chose que je peux réparer. Et tu vas leur donner de l'argent. Je l'ai regardée. Elle souriait. Ce sourire qui m'avait fait tomber amoureux d'elle quand nous avions 19 ans et qu'elle était serveuse dans un relais routier à Aurillac et que j'étais cuisinier tout juste rentré d'Algérie sans idée de quoi faire de ma vie. Combien? Ai-je demandé. Autant qu'ils ont besoin, a-t-elle dit simplement. Michel, nous ne sommes pas riches. Nous arrivons à peine à joindre les deux bouts. Je sais, mais ils ont moins que nous. Et c'est Noël. Et regarde-les, Michel. Regarde ces bébés qui dorment. Quel genre de personnes serions-nous si nous n'aidions pas? J'ai regardé la famille Doyle dormir dans notre restaurant. J'ai regardé ma femme, belle, têtue et bonne jusqu'aux os. J'ai pris une décision qui semblait juste dans ma poitrine, à l'endroit où vivent les bonnes décisions. D'accord, ai-je dit. Nous allons les aider, peu importe ce qu'il faut. Elle m'a embrassé là, au comptoir. C'est pour ça que je t'ai épousé. Parce que tu es bon, Michel, jusqu'au bout. La tempête s'est calmée vers 5 heures du matin. Je suis sorti regarder leur voiture pendant que tout le monde dormait encore. C'était grave, vraiment grave. Ils auraient besoin d'un remorquage jusqu'à un vrai mécanicien. Probablement 400 à 600 euros de réparation, plus le coût du remorquage. Ils ne l'avaient pas. Je savais qu'ils ne l'avaient pas. Je suis rentré. Johan préparait le petit déjeuner. Crêpes, œufs brouillés, bacon, tout le menu. Les enfants se sont réveillés à l'odeur de la nourriture et à la vue de la neige scintillant au soleil du matin. C'est comme un miracle de Noël, a dit le petit Zach, les yeux écarquillés. Après le petit déjeuner, j'ai pris Samuel à part. J'ai regardé votre voiture. La transmission est foutue. Vous allez avoir besoin d'un remorquage et d'un mécanicien. Son visage s'est assombri. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Je vais devoir appeler les parents de Tracy, voir s'ils peuvent nous envoyer de l'argent par virement. Mais c'est la veille de Noël demain, et je ne sais même pas si les banques sont ouvertes. J'ai sorti 100 euros de mon portefeuille, je les ai mis dans sa main. Tenez, ai-je dit, il y a un mécanicien en ville, le garage Roussel sur la rue principale. Il est bon et il est honnête. Dites-lui que Michel vous envoie. Il viendra ici et vous remettra en état. Je ne peux pas prendre ça. Si vous pouvez, considérez ça comme un cadeau de Noël. Mais, Samuel, j'ai mis ma main sur son épaule. Vous avez 3 enfants qui veulent voir leurs grands-parents pour Noël. Vous avez une femme qui n'a été que gracieuse et gentille, même si vous êtes coincé dans une ville étrangère. Prenez l'argent, faites réparer votre voiture, allez à Chamonix, passez un bon Noël. C'est tout ce que je veux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Comment puis-je vous rembourser? Vous ne le faites pas. Ne vous inquiétez pas de ça. Ils sont partis vers midi, le 24 décembre 1992. Joe Roussel avait réparé leur transmission pour 200 euros, leur a fait payer la moitié de son tarif habituel parce que je le lui avais demandé. Samuel a essayé de me rendre les 100 euros, a dit qu'il se débrouillerait avec l'argent que les parents de Tracy pourraient envoyer. Mais j'ai refusé. Joyeux Noël, ai-je dit. Tracy a serré Johan dans ses bras. Nous n'oublierons jamais ça. Jamais. Les enfants ont fait signe de la main depuis la vitre arrière pendant qu'ils partaient. Le petit Zach a pressé sa main contre la vitre. J'ai fait signe en retour. C'était la dernière fois que je les voyais. Jusqu'à aujourd'hui, le 15 décembre 2022.
30 ans plus tard. Comment m'avez-vous retrouvé? Je demande encore. Je suis toujours assis à leur table, le café refroidissant dans ma tasse, fixant 3 adultes qui étaient autrefois les enfants à qui j'ai donné des crêpes il y a 3 décennies. Ashley a répondu. Ça nous a pris des années. Après la mort de nos parents en 2008, nous avons trouvé le journal de papa. Il avait écrit sur cette nuit-là, sur vous et votre femme, sur comment vous nous aviez sauvés. Il a essayé de vous rembourser, vous savez, a dit Jérémy. Il a envoyé un chèque ici en 1995. 100 € plus les intérêts. Mais il est revenu. Mauvaise adresse ou quelque chose comme ça. Elle ouvre son sac, sort une enveloppe. À l'intérieur se trouve un chèque daté de 1991, fait à l'ordre de Michelle Holloway pour 150 €, jamais encaissé. L'enveloppe est marquée « Retour à l'expéditeur ». Il a continué d'essayer, dit Jérémy. Sa voix est épaisse d'émotion. Différentes années, différentes adresses qu'il trouvait. Rien n'a fonctionné. Il se sentait terrible à ce sujet. Disait qu'il vous devait une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Il n'y avait pas de dette, dis-je. Je ne voulais pas être remboursé. Nous le savons, dit Zach. Mais papa, si. Et après que lui et maman sont morts dans l'accident de voiture, nous avons hérité de cette dette. Nous 3, nous avons fait une promesse à leurs funérailles que nous vous trouverions, que nous vous remercierions, que nous vous rembourserions. Mais nous étions dans la vingtaine, continue Ashley. Fauchés à l'école. Nous ne pouvions pas faire grand-chose. Alors nous avons attendu. Nous avons travaillé. Nous avons construit nos vies. Je suis devenue chirurgienne. Jérémy est promoteur immobilier et Zach est avocat d'entreprise. Et une fois que nous avons eu les moyens, nous avons commencé à vous chercher sérieusement, dit Zach. L'homme en costume parle pour la première fois. Je suis Leonard Coy, avocat pour le Trust familial Doyle. Ça nous a pris 18 mois de recherche, mais nous vous avons trouvé. Nous avons découvert le restaurant. Nous avons découvert... Il marque une pause délicatement. Votre situation. Ma situation. Ma faillite. Ma honte. Je ne comprends pas, dis-je. Que voulez-vous? Ashley sourit à travers ses larmes. Monsieur Michel, nous ne sommes pas là pour vous remercier, même si nous sommes reconnaissants. Nous sommes là pour vous rembourser. Tout. Tout ce que vous avez fait pour nous, directement et indirectement. Qu'est-ce que ça veut dire? Jérémy sort un dossier, l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des documents légaux. Voici l'acte de propriété du restaurant de Michel, dit-il. Depuis ce matin, nous en sommes propriétaires. Nous l'avons acheté à la banque. Nous avons payé toute votre dette. 180 000 €. La propriété est à nous. Mon cœur s'arrête. Quoi? Mais nous n'en voulons pas, dit rapidement Ashley. Nous vous le donnons, libre et net. Pas d'hypothèque, pas de dette. C'est à vous de nouveau, Michel. Complètement remboursé. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas traiter ce qu'ils disent. Il y a plus, ajoute Zach. Nous avons créé un fonds de fonctionnement. 50 000 € pour couvrir les dépenses, les réparations, les améliorations. Si vous voulez continuer à gérer le restaurant, vous pouvez. Si vous voulez prendre votre retraite et embaucher quelqu'un, c'est bien aussi. Mais le restaurant de Michel ne ferme pas. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Leonard Coy fait glisser les documents sur la table. Tout ce dont nous avons besoin, c'est votre signature. Je pleure. 68 ans, assis dans mon restaurant que je pensais avoir perdu, pleurant comme un enfant pendant que 3 inconnus, non, pas des inconnus, jamais des inconnus, me regardent avec des sourires tendres. Je ne peux pas accepter ça, je parviens à dire. Si, vous pouvez, dit Ashley, reprenant les mots que j'ai dits à son père il y a 30 ans. Vous nous avez aidés quand nous en avions besoin. Maintenant, nous vous aidons. C'est comme ça que ça marche. Votre femme, Joanne, dit Jérémy doucement. Nous aurions aimé pouvoir la remercier. Elle serait tellement heureuse, bordel, je murmure. Il reste 4 heures. Nous parlons de Samuel et Tracy qui n'ont jamais cessé de raconter cette nuit dans le blizzard. Comment c'est devenu une légende familiale qui a façonné leurs enfants. Ashley est devenue chirurgienne, fait du bénévolat chaque semaine à Strasbourg. Jérémy construit des logements abordables, choisit les gens plutôt que le profit maximal.
Zach fait du pro bono pour les petites entreprises en difficulté. Des gars comme vous, dit-il. Des gens qui ont juste besoin d'une chance. Ils auraient été si fiers de vous, leur dis-je. Ils l'étaient, dit Ashley. Jusqu'à la fin. En soirée, la nouvelle s'est répandue. À 18 heures, le restaurant est bondé. Les Henderson, le pasteur Dubois, la famille Schwer, des clients que je n'ai pas vus depuis des années. Tous là, célébrant, pleurant, me serrant dans leurs bras. Vous restez ouvert demande Madame Henderson. Je reste ouvert, je confirme. L'acclamation fait trembler les fenêtres. Joe Roussel arrive avec sa boîte à outils. Laisse-moi réparer ton équipement, gratuitement. Maria Lopez débarque. Je peux revenir travailler? À 20 heures, j'ai une équipe complète, une liste de réparations et un cahier de réservation qui se remplit. Vous avez donné plus que vous ne le saviez cette nuit-là, dit Ashley. Vous nous avez donné de l'espoir, mais vous avez aussi donné un cœur à cette ville. Il reste 3 jours à Saint-Flour. Avant de partir, Ashley me donne une enveloppe. Ouvre-la quand nous serons partis, dit-elle. Ils me serrent dans leurs bras. De longues étreintes qui donnent l'impression d'être en famille. Merci de nous avoir sauvés, dit Jérémy. Merci de m'avoir sauvé, je réponds. Après leur départ, j'ouvre l'enveloppe. Un chèque de 100 € et une note de Samuel, datée de 1995. Cher Michel, j'ai essayé de retourner cet argent 5 fois. Il continue de revenir. Alors peut-être que c'est censé rester avec vous jusqu'au jour où vous en aurez le plus besoin. Merci d'avoir appris à mes enfants que la bonté compte. Merci de nous avoir donné Noël quand nous n'avions rien. Vous avez sauvé notre foi dans les gens. J'espère que votre restaurant prospère. J'espère que Joanne fait toujours les meilleures crêpes du Cantal. Et j'espère que vous savez que ce que vous avez fait comptait. Ça comptait alors. Ça compte maintenant. Ça comptera pour toujours. Avec une gratitude éternelle, Samuel Doyle. Je m'assois au comptoir, mon comptoir, libre de dettes, et je pleure. Ça fait 6 mois. Le restaurant de Michel prospère. Les gens viennent de 3 départements pour faire partie de l'histoire. J'ai réembauché mon équipe avec des augmentations. Les Doyle viennent tous les quelques mois. Chaque matin, quand je lance le café, je regarde la photo de moi et Joanne du jour de l'ouverture. Je lui parle comme si elle était toujours là. On a réussi, Joanne. Le restaurant va bien, nous allons bien. Alors, permettez-moi de vous demander, qu'auriez-vous fait à ma place il y a toutes ces années? Les auriez-vous laissés rester? Et que feriez-vous si quelqu'un se présentait 30 ans plus tard pour rembourser une bonté que vous aviez oubliée? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.